travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Que se passe-t-il ici? Dans cet épisode, un restaurant est soufflé par une mystérieuse explosion. Il pourrait s'agir d'un cas de démolition cachée. C'est dingue. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle destruction en l'espace de quelques secondes? Dans les forêts du Canada, des ouvriers ont-ils réveillé un monstre légendaire? On dirait une sorte de loup-garou. Ce qui a provoqué ce changement de comportement pourrait très bien être mortel. Comme une traînée de poudre, Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? une flamme impie menace une ville sacrée. On ne s'attend pas à voir une telle chose quand on se promène dans un parc. Des phénomènes étranges, Oh mon Dieu! des mystères sont filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Shanghai, dans l'est de la Chine. Le 29 mai 2020. Nous sommes en plein milieu de l'après-midi dans un restaurant sans prétention. Soudain, une énorme explosion. Eh ben, Un passant échappe de justesse à la mystérieuse explosion qui fait pleuvoir des débris dans la rue. il s'agit d'une explosion de forte intensité. La salle tout entière est en feu. Le restaurant est vide, mais le personnel du magasin voisin est contraint de fuir le bâtiment en flammes. On dirait une boule de feu venue de l'enfer. C'est dingue. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle destruction en l'espace de quelques secondes? L'historien Tony McMahon s'est intéressé au quartier où cette vidéo a été tournée. Il a découvert que cet endroit était au centre de toutes les attentions. Ça s'est passé dans le district de Jiading à Shanghai, qui fait l'objet de nombreux travaux de réhabilitation. La ville de Shanghai est passée de 13 millions d'habitants dans les années 1990 à plus de 25 millions aujourd'hui. Cette expansion rapide ne s'est pas faite sans heurts. 2 millions de personnes ont dû être expulsées lorsque la municipalité a remplacé les bâtiments de plain-pied par des gratte-ciel. Si votre restaurant ou votre maison se trouve dans un quartier en cours de réhabilitation, vous avez deux options. Soit vous acceptez l'argent qu'on vous propose et vous partez, soit vous restez et vous vous attirez des problèmes. Cette explosion était totalement imprévisible et en plus, elle a soufflé le restaurant tout entier. Il pourrait s'agir d'un cas de démolition cachée. En Chine, certains habitants menacés d'expulsion refusent de déménager et choisissent de riposter. Ces bâtiments qui tiennent tête aux autorités et aux promoteurs immobiliers sont appelés maisons clous, parce qu'il faut frapper dessus à coups de marteau pour les faire disparaître. Certaines personnes peuvent rester des années dans ces vieux immeubles, sans électricité, sans eau, rien. On a recours à toutes les méthodes possibles pour convaincre les résidents de partir. Mais il n'y a pas qu'en Chine qu'on trouve ces étranges habitations isolées. Aux États-Unis aussi. Des maisons dont les habitants ont tenu bon et ont refusé de céder face aux puissants promoteurs immobiliers. On trouve de vieilles maisons autour desquelles on a construit de grands immeubles de bureaux. Le pire exemple, c'est sans doute cet habitant de Washington qui a refusé de vendre alors qu'on lui proposait 2 millions de dollars pour partir. Sa petite maison d'un étage est aujourd'hui prise en sandwich entre deux énormes immeubles de bureaux. Mais certains ont découvert à leurs dépens qu'il pouvait être dangereux de rester. Une vieille dame a été enterrée vivante par une pelleteuse qui démolissait sa maison. C'est un peu la roulette russe. On peut gagner beaucoup ou tout perdre. S'agit-il d'une tentative d'expulsion d'un locataire récalcitrant?
En étudiant la zone où l'explosion s'est produite, l'historien Craig Gottlieb a découvert que les promoteurs immobiliers n'étaient pas responsables de cette explosion filmée. Quand on y pense, faire appel au crime organisé pour expulser un locataire, ça ne s'envisage qu'en tout dernier recours. Autour de ce restaurant, il y a plein d'autres bâtiments et d'autres restaurants, alors ça ne se justifiait pas de sortir l'artillerie lourde. En visionnant la vidéo image par image, l'ancien analyste vidéo de la police de New York, Connor McCourt, repère une lumière étrange juste avant l'explosion. Ici, en plein milieu, il pourrait s'agir du point d'allumage. On voit un éclair jaune au niveau de la zone de cuisson. On aperçoit ce qui ressemble à une bouteille de propane qui aurait pu exploser. Le feu est l'un des plus grands dangers qui planent sur les cuisines des restaurants. Les restaurants cuisinent au gaz, car il est 2 fois moins cher que l'électricité. Les bouteilles des restaurants sont théoriquement conçues pour éviter tout risque d'explosion. Elles sont équipées d'une soupape de décompression qui empêche la pression de s'accumuler et de faire exploser la bouteille. En principe, si la soupape de décompression fonctionne correctement, la bouteille n'explose pas. Matt Kutcher a été expert en pyrotechnie à Hollywood pendant plus de 20 ans. Pour lui, le problème ne vient pas de la soupape de sécurité de la bouteille de gaz. Ici, à l'image, on peut voir que la bonbonne est toujours intacte. L'autre possibilité, c'est qu'elle fuyait depuis quelque temps et qu'il y a eu une flamme, une étincelle, et que ça a soufflé le restaurant. Il cherche à savoir si l'explosion a pu être provoquée par une fuite de la bouteille de gaz dans la cuisine. C'est une chose d'avoir une fuite de gaz, mais il faut qu'elle ait lieu dans une zone confinée. On a donc installé une tente pour contenir le propane liquéfié. Ensuite, il nous faudra une flamme. On va utiliser un réchaud à gaz pour simuler le type de gaz qu'on trouve dans un restaurant. Quand notre source rencontrera le gaz, ça devrait exploser. À Shanghai, en Chine, un restaurant a mystérieusement explosé. L'expert en pyrotechnie Matt Kutcher souhaite vérifier si l'explosion peut être due à la fuite d'une bouteille de propane. Il a mis au point une expérience consistant à mettre le feu à du propane liquéfié à l'intérieur d'une tente, un espace confiné semblable à un restaurant. Les gars, je vais ouvrir la vanne et commencer à remplir la tente de gaz. Bon, mettons-nous à l'abri. Dans 3, 2, 1, partez. Wow, c'était vraiment génial. C'était super. Il ne reste plus rien. C'est incroyable de voir que le gaz s'accumule au niveau du sol. Et soudain, ça explose. Ça saute. Ça ressemble à notre vidéo, non? Une grosse boule de feu. Je suis convaincu que c'est une fuite de propane qui a provoqué l'explosion. La fuite doit provenir de la bouteille. Ça représente une sacrée quantité de gaz. On trouve des bouteilles de propane comme celle-ci dans les cuisines des restaurants du monde entier, y compris aux États-Unis. Et ce n'est pas parce que les bouteilles sont équipées d'une soupape de sécurité que les clients sont à l'abri d'une explosion mortelle de propane. Sachant qu'une bouteille peut exploser, je ne me sentirai plus jamais en sécurité dans un restaurant. Ça soulève une question. Est-ce que ça pourrait arriver dans notre restaurant préféré? Maintenant, nous voici dans le nord de la Saskatchewan, au Canada, près du hameau de Stony Rapids. Le 9 septembre 2015. Un homme promène son chien en forêt.
Soudain, son animal renifle un danger. À son tour, l'homme repère quelque chose tapi au milieu des arbres. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air énorme. Une gigantesque silhouette est accroupie au sol, comme à l'affût. Un homme ne fait carrément pas le poids. Quelques instants plus tard, la bête se lance à la poursuite du chien. Non, 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 c'est pas vrai. Les aboiements du chien passent de l'avertissement à la terreur pure. Son propriétaire hurle et laisse tomber sa caméra. On ne peut pas lui reprocher d'avoir fait tomber sa caméra. Cette bête menaçait de tuer son chien. L'homme et son chien prennent la fuite. C'est une vidéo vraiment terrifiante. Si vous tombez sur un truc pareil dans les bois, mieux vaut courir. Que va-t-il faire maintenant, le magicien? Je m'amuse un peu, c'est tout. Votre cinéma, jeudi et samedi 22h, à Canal D. Les forêts de la Saskatchewan recouvrent 34 millions d'hectares, soit 2 fois la superficie de la Floride. C'est le domaine de prédilection des loups du Canada. Mais les loups chassent en meute et restent généralement à l'écart des habitations humaines. Les loups sont des animaux sauvages. Ils ont généralement peur de l'humain. C'est donc très rare d'en voir approcher d'aussi près les zones peuplées. Lyle Blackburn a retrouvé des rapports locaux remontant à plusieurs siècles, faisant état d'un énorme canidé dans ces bois. Les colons européens l'avaient baptisé le loup-garou. La légende décrit une créature au croc redoutable et à la force incroyable. Ce n'est pas que du folklore. Les journaux avaient publié des avertissements pour mettre en garde la population. Il devait être absolument terrifiant. Certains étaient convaincus que le loup-garou était une créature surnaturelle, peut-être un homme maléfique transformé en gigantesque loup noir. On dirait bien une sorte de loup-garou. S'il y a des gens qui croient encore au loup-garou, en visionnant ces images, ils penseront qu'ils viennent d'en voir un. Chad Orzel examine la vidéo. Cela lui fait penser à une créature préhistorique féroce qui hantait autrefois les forêts du sud du Canada. Des meutes de Canis d'Irus, ou loups terribles, vivaient autrefois dans cette région. Ils ressemblaient tout à fait à ça. Les loups terribles, baptisés ainsi en raison de leur nature agressive, chassaient leurs proies dans toute l'Amérique du Nord à l'époque du Pléistocène, il y a plus de 10 000 ans de cela. Les loups terribles ressemblaient aux loups actuels, mais ils étaient environ 25% plus gros. S'ils étaient encore en vie aujourd'hui, ils se comporteraient sûrement comme cette créature. Ces énormes et terrifiants mammifères pouvaient terrasser un mammouth. Mais les scientifiques pensent qu'ils se sont éteints à la fin de la dernière ère glaciaire. Depuis 1987, un projet mené dans l'Oregon tente d'élever des canidés ressemblant aux loups terribles. Mais ces animaux ne sont pas de véritables loups terribles. Ils ne possèdent pas l'agressivité et la férocité de leurs lointains ancêtres. Mais d'autres tenteraient-ils de recréer des loups terribles dans les forêts primaires de la Saskatchewan ? C'est le genre d'expérience qui peut vite déraper. Le retour de créatures disparues n'est plus de l'ordre du fantasme. Une équipe de scientifiques aux États-Unis travaille à la réintroduction d'espèces préhistoriques en créant de l'ADN hybride ancien et en l'implantant dans l'œuf d'un descendant actuel de l'animal. Des scientifiques cherchent à recréer le mammouth laineux en se servant de son plus proche parent vivant, l'éléphant d'Asie. Les biologistes ignorent dans quelle mesure ces créatures seraient contrôlables ou au contraire incontrôlables. Une étude réalisée en 2021 a révélé que les squelettes de loups terribles ne partageaient que très peu d'ADN avec les loups, les chiens ou les coyotes actuels. Il s'agit d'une bête préhistorique totalement unique, sans aucun parent vivant connu. Il serait donc très difficile de la ressusciter. La science de la désextinction n'en est qu'à ses balbutiements, même si elle est menée par les meilleurs scientifiques qui soient.
Il est très peu probable qu'une renaissance aboutie ait eu lieu sans qu'on le sache. Il doit donc s'agir d'autre chose. Chad Orzel a fait une découverte inquiétante. On a observé récemment des loups dans cette zone, se comportant de manière totalement inhabituelle. Le nord de la Saskatchewan est un foyer d'attaque de loups. On a observé de nombreux cas de loups s'approchant des humains et passant parfois à l'attaque. Le nord de la Saskatchewan a enregistré 3 attaques sur des hommes adultes au cours de ces 12 dernières années, dont une mortelle. Dans le reste du Canada, on n'a recensé aucune attaque mortelle de loups sur des humains depuis plusieurs décennies. Ils semblent ne plus avoir peur des humains. Ce qui a provoqué ce changement de comportement pourrait très bien être mortel. Dans le nord de la Saskatchewan, au Canada, des images inquiétantes montrent un homme et son chien confrontés à une créature agressive. Les biologistes pensent qu'il s'agit de l'un des 60 000 loups sauvages d'Amérique du Nord, faisant preuve d'un comportement inhabituellement hostile. Leur grande taille fait qu'il est très difficile pour un humain de gagner un combat contre eux. Mais normalement, vous n'avez pas à craindre de vous faire attaquer par un loup de l'Est. De plus en plus de rapports dans la région font état de loups n'ayant plus peur de l'humain et passant même à l'attaque. En 2004, un ouvrier rentrait chez lui lorsqu'il a été sauvagement attaqué par un loup. Il a subi de graves morsures au niveau du dos, du bras et du bassin avant d'être secouru par des collègues. En 2016, un agent de sécurité de la région est intervenu alors qu'un loup était en train d'attaquer un employé de cuisine. Qu'est-ce qui se passe dans cette région pour que les loups s'énervent? Des chercheurs qui étudient les attaques de loups sur l'île de Vancouver, dans l'ouest du Canada, pensent que le problème vient des humains. En l'espace de 6 ans, ils ont enregistré 51 rencontres dangereuses avec des loups, dont 7 décès de chiens. Une tendance observée dans toute l'Amérique du Nord. Ce chien a de la chance d'être encore en vie. Les industries minières, les industries forestières et le tourisme poussent les communautés à s'enfoncer toujours plus profondément dans les bois, multipliant les contacts avec les loups. L'invasion de cette nature sauvage par l'homme ne fait que s'accentuer. Depuis la fin du XXe siècle, plus de 4 millions d'hectares de terre de la Saskatchewan ont été affectés à un usage commercial. Et plus d'un quart de million de touristes visitent la région chaque année. À force d'observer de près les humains, les loups finissent par ne plus en avoir peur et à les considérer comme des proies. C'est tout à fait possible que ce soit ce qu'on voit dans cette vidéo. Le message est clair. Évitez tout contact avec les loups sauvages. Si vous pensiez pouvoir semer cette bête, oubliez tout de suite. Vous n'y arriverez pas. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Le malheur s'accumule étrangement ici. Ça risque de m'en finir. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès 20h, à Canal D. Maintenant, nous voici à Tcheliabinsk, en Russie. Le 15 février 2013. Soudain, une météorite traverse le ciel. En s'écrasant, elle a provoqué un boom sonique qui a pulvérisé les vitres des maisons et a fait 1600 blessés. Ce rocher a été repêché dans le lac et exposé au musée. Le fragment de météore de 500 kg devient vite l'attraction phare du musée d'histoire de l'Oural du Sud de Tcheliabinsk. 6 ans plus tard, une caméra de surveillance filme l'exposition. La météorite est protégée par une pyramide en verre reposant sur 4 tiges en acier motorisées pouvant être levées ou abaissées par le personnel de sécurité du musée. C'était un jour comme les autres au musée des sciences. Il ne se passait rien de spécial. Quelques visiteurs étaient en train de lire les textes explicatifs. Quand soudain,
Waouh! On dirait que la vitrine flotte dans les airs. Les images accélérées 16 fois montrent le dôme de sécurité, pesant plus de 110 kg, se soulever de 10 cm dans les airs en l'absence apparente de toute intervention humaine. C'est absolument inexplicable. On a un météore sous une plaque de verre et la plaque semble se soulever toute seule. Cela se produit progressivement de sorte que les visiteurs ne le remarquent même pas. Mais les images ne mentent pas, de quoi laisser les experts perplexes. Pourquoi elle bouge comme ça? Elle semble animée d'une volonté propre. Le boîtier est conçu pour que le personnel puisse accéder au rocher, mais personne ne cherchait à y accéder au moment où les images ont été tournées. On voit que le personnel s'interroge sur la marche à suivre. Que se passe-t-il avec cet étrange caillou venu de l'espace? Les peuples de l'Antiquité pensaient que les météorites possédaient des pouvoirs étranges et magiques. Ces énormes objets illuminent le ciel de leur éclat. Rien d'étonnant à ce qu'ils aient été vénérés en Égypte ancienne, ainsi que dans la Rome antique. Dans le sanctuaire le plus sacré de l'islam, la Mecque, certains pensent que le cube noir renferme une météorite remontant à Adam et Ève. Cette météorite aurait été placée là par le prophète Mahomet. Des études scientifiques récentes ont découvert que certaines météorites possédaient des pouvoirs qui auraient étonné les anciens. Elles peuvent générer un champ magnétique, surtout quand elles contiennent beaucoup de fer ou de nickel. Mais le pouvoir magnétique de la plus grosse météorite est tout juste suffisant pour faire bouger l'aiguille d'une boussole. Il ne permet pas de soulever une vitrine comme dans la vidéo. Qu'est-ce qui a bien pu exercer un tel pouvoir? À Tcheliabinsk, en Russie, la vitrine d'un musée protégeant une météorite de 500 kg s'est mystérieusement ouverte. L'ingénieur Nick Householder se demande si la météorite de Tcheliabinsk pourrait contenir un mystérieux visiteur. La NASA et les auteurs de science-fiction ont longtemps envisagé la possibilité d'une forme de vie voyageant à l'intérieur d'une météorite. C'est une sorte de vaisseau spatial prêt à l'emploi. La roche vous protège des forces de l'espace tout en vous offrant abri et nourriture. Le fragment de météorite de Tcheliabinsk a été étudié en détail par les scientifiques. Il ne contenait aucun vaisseau spatial. Mais l'astrophysicienne Athena Brensberger pense qu'ils ont pu passer à côté d'une forme de vie quasi impossible à détecter. Si une forme de vie extraterrestre pouvait exister à l'intérieur d'un météore, on la trouverait dans ce qu'on appelle la biosphère fantôme microscopique. C'est quelque chose de très différent de ce que nous connaissons ici sur Terre. On pourrait ne même pas reconnaître son origine biologique. Les scientifiques pensent que ces organismes fantômes théoriques utilisent une chimie radicalement différente, indétectable par les tests habituels. Le carbone est indispensable à la vie sur Terre. Mais en 2016, une équipe de scientifiques de Californie a mis au point une enzyme bactérienne capable de fabriquer des molécules organiques à partir de silicium. Une forme de vie à base de silicium ressemblerait davantage à un rocher qu'à ce qu'on considère comme une créature, mais elle n'en serait pas moins vivante pour autant. Peut-être que cette météorite renferme une forme de vie qui a fait bouger le panneau de verre. C'est peut-être pour ça que le personnel du musée est si effrayé qu'il se soit ouvert. Le panneau est peut-être là pour nous protéger. Une forme de vie à base de silicium aurait besoin d'une source de nourriture. Elle pourrait se nourrir de produits chimiques présents sur Terre, les digérer, les transformer et les éliminer d'une façon qui pourrait altérer drastiquement notre environnement. Si une telle chose arrivait sur notre planète, cela pourrait très bien anéantir toute vie sur Terre, tuant tous les êtres vivants autour de nous. Mais Tony McMahon pense que le mouvement mystérieux de la vitrine pourrait être le signe d'une tentative de vol audacieuse. À poids égal, ces météorites valent plus que l'or. Combien se revendrait la météorite du musée qu'on voit sur la vidéo? Sans doute plusieurs millions. En examinant le mécanisme d'ouverture du panneau de verre, l'ancienne agente du FBI Rhonda Glover a découvert un indice.
L'agent de sécurité arrive avec la télécommande et on voit le panneau se refermer. Quelque chose a provoqué l'ouverture du panneau. Mais si le personnel est en possession de la télécommande, comment quelqu'un a-t-il pu ouvrir la vitrine? L'ingénieur en aérospatial Nick Householder pense que la télécommande sans fil est un point faible du système de sécurité du musée. Je veux voir s'il est possible de voler un signal sans fil à des fins malveillantes. Mais au lieu d'une vitrine en verre, je vais essayer de voler cette voiture. Les clés de voiture utilisent le même principe que la plupart des dispositifs de commande à distance. Les clés de voiture sans contact émettent un signal constant afin que le propriétaire puisse déverrouiller sa voiture simplement en se trouvant à proximité. Les clés de voiture modernes sont comme de minuscules radios. Elles émettent des signaux directement vers notre voiture pour ouvrir les portes ou bien démarrer le moteur. Si vous êtes capable de capter ce signal et de le répéter, vous pouvez pirater une voiture. À l'aide d'un dispositif électronique, Nick Householder va tenter de voler le signal de la clé de voiture. Pour des raisons de sécurité, ce dispositif doit rester secret. Voyons voir si on peut s'en servir pour ouvrir la voiture. Ça pourrait expliquer ce qu'on voit dans la vidéo. Nick Householder se rapproche de la télécommande afin d'essayer de capter le signal. Maintenant que je me suis rapproché, voyons voir si j'arrive à capter le signal. Je l'allume pour lancer le processus de recherche. Ça y est, on a capté le signal. Voyons voir si on peut ouvrir la voiture. Maintenant qu'on a volé le signal, voyons si on peut ouvrir la portière. Pour l'instant, elle est toujours verrouillée. Mais si j'envoie le signal, les portes s'ouvrent. Je suis prêt à parier qu'une technologie de ce genre peut expliquer ce qu'on voit dans la vidéo. Tony McMahon a découvert que la ville de Tcheliabinsk abritait un gang criminel très actif, une ramification d'une entreprise criminelle qui sévit dans tout l'Oural. Ce gang utilise des dispositifs similaires pour pirater des télécommandes et voler des voitures de luxe. Est-il possible qu'un gang russe ait recours à la même technologie utilisée pour voler des voitures de luxe, consistant à capter le signal d'une télécommande afin de mettre la main sur une météorite de grande valeur? Pourquoi se limiter aux roches spatiales? Il existe plus de 50 000 musées à travers le monde remplis de squelettes de dinosaures, de bijoux et d'autres objets anciens estimés à une valeur totale de 180 milliards de dollars. Si la mafia russe venait à déployer des techniques criminelles de pointe dans nos musées et nos galeries d'art, elle pourrait mettre la main sur une petite fortune. Cela se passe en Russie, où de nombreux gangs organisés sont très actifs. Mais qu'est-ce qui empêcherait une telle chose de se produire ailleurs? Les lundis. C'est tout simplement waouh. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments, et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Maintenant, nous voici sur la plage de Koh Lanta, en Thaïlande. Le 31 mars 2018. Un touriste se promène lorsqu'il tombe nez à nez avec un mystérieux blob. Dis donc! C'est dégoûtant. Le blob est marron, brillant, et contrairement aux autres créatures marines, il semble posséder une sorte de museau. Il se tortille, il bouge et il palpite. Ce n'est pas beau à voir. Il semble y avoir des mouvements anormaux à l'intérieur du blob. Son corps est translucide. On arrive presque à voir ses organes bouger à l'intérieur. Le touriste veut le toucher, mais il se ravise rapidement. Moi, je ne le toucherai pas. Je ne le toucherai pas. Cette chose ne ressemble à rien de ce que je connais. Koh Lanta, en Thaïlande.
un touriste a découvert un étrange blob doté d'un museau et habité par une créature vivante. Le biologiste marin Eric Hovland se demande si cette créature n'a pas muté suite à un accident industriel. Les mutations peuvent être dues à tout un tas de choses. Il est tout à fait possible que cette créature ait été affectée par la pollution locale. Les provinces côtières de Thaïlande produisent près de 3 millions de tonnes de déchets non collectés chaque année. Des déchets provenant du tourisme, de l'agriculture et de l'industrie défigurent cette destination autrefois idyllique. La Thaïlande est réputée pour ses plages magnifiques et ses eaux cristallines. Mais la pollution y a un impact environnemental sans commune mesure. Ces eaux sont jonchées de déchets qui ravagent toutes les créatures vivantes. En 2017, des pêcheurs ont découvert un océan de plastique flottant dans le golfe de Thaïlande. Au total, plus de 90 tonnes. Les médias l'ont baptisé l'île poubelle. Les produits chimiques qui composent les plastiques peuvent être toxiques et provoquer des cancers et des mutations. Les créatures marines sont particulièrement sujettes aux mutations parce qu'elles baignent dans la pollution. Elles n'ont aucun moyen d'échapper à ce qu'elles mangent et à ce qu'elles respirent. Le museau de l'organisme pourrait être une sorte de tube respiratoire, une caractéristique étrange pour un blob censé vivre dans les fonds marins. Il est fort possible que nos déchets ménagers aient créé des créatures mutantes d'apparence extraterrestre provenant des profondeurs des océans. La biologiste Raven Baxter souhaite déterminer l'espèce à laquelle appartient la créature. Cette forme allongée est typique d'un concombre de mer, mais celui-ci est difficile à identifier. Il ne ressemble pas à un concombre de mer ordinaire, dont les mouvements sont normalement limités. L'identification de ce concombre de mer constitue un défi parce que les concombres de mer sont des organismes très simples, mais on observe des mouvements de torsion à l'intérieur de ce concombre de mer. Ces pulsations suggèrent la présence d'une deuxième créature à l'intérieur. Raven Baxter pense que ce deuxième organisme pourrait être l'un des poissons les plus redoutables qui soient. Ces poissons sont dégoûtants. Ils se frayent un chemin dans l'anus des concombres de mer afin d'y élire domicile. Ils restent terrés pendant la journée. Et la nuit, ils sortent chasser. Ce n'est pas un mode de vie qui m'attire particulièrement. Il s'agit du poisson perle argenté. Les concombres de mer qui hébergent un tel invité connaissent parfois un sort funeste. Il arrive parfois que le poisson perle argenté dévore les gonades du concombre de mer. Dans d'autres cas, les poissons perles argentés s'enfoncent si profondément à l'intérieur des concombres de mer qu'ils affectent leurs organes vitaux. Ce qu'on a pris pour un museau est peut-être la tête du poisson qui dépasse. Mais s'il s'agit bien d'un poisson perle argenté ayant élu domicile à l'intérieur d'un concombre de mer, son comportement est très étrange. Quand l'homme qui a filmé la scène a tenté de remettre la créature à la mer, elle a aussitôt ressorti son museau de l'eau, comme si l'océan n'était pas son élément. Pourquoi un concombre de mer chercherait à rester sur la terre ferme? Le lendemain, le mystérieux blob avait disparu, nous privant ainsi de toute chance de pouvoir l'identifier. Créature mutante ou espèce aquatique rare, il s'agit en tout cas d'un blob très étrange. Les mardis. Rien n'est trop lourd pour être remorqué. Assistez à leur dévouement ainsi qu'aux manœuvres habiles et périlleuses, où chaque seconde compte. Les mardis catastrophes dès 20h, à Canal D. Maintenant, Calahorra, en Espagne. Mai 2020. Un homme filme une traînée de feu avançant inexorablement dans un parc public. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Cette ligne de feu persistante traverse le parc sans rencontrer de résistance. C'est vraiment inquiétant. C'est comme si rien ne pouvait arrêter cet incendie rampant qui s'étend à perte de vue. Cet étrange incendie ne ressemble pas à un feu ordinaire.
La substance blanche ressemble à de la neige. On a à la fois du feu et de la glace. C'est irréel. Mais il ne peut pas s'agir de neige, étant donné qu'il fait 20 degrés. Absolument rien n'est logique dans cet incendie. Les arbres ne brûlent pas et le vent souffle constamment contre le feu. Et le plus étrange, c'est qu'en brûlant, la matière blanche laisse derrière elle une herbe immaculée. On dirait un feu biblique qui nettoierait la terre. Le feu ne traverse pas un parc public comme ça. S'agit-il d'un feu artificiel ou bien d'un étrange phénomène naturel? Calahorra, en Espagne. Un homme filme une étrange traînée de feu qui se propage dans un parc, laissant un gazon d'un vert immaculé dans son sillage. L'ingénieur Rachel de Barros a découvert que des agriculteurs de la région avaient recours à l'écobuage pour défricher leurs champs. Une méthode rapide et bon marché, mais ces flammes ne sont pas sans conséquences. Le brûlage peut avoir un effet dévastateur parce qu'il remplit l'air de particules fines. C'est comme si on déversait une tonne de polluants dans le voisinage. Les habitants se mettent à développer de graves problèmes de santé. Quand les agriculteurs pratiquent l'écobuage, des particules fines, près de 100 fois plus petites qu'un cheveu humain, sont libérées dans l'atmosphère. Elles constituent la forme de pollution atmosphérique la plus dangereuse parce qu'en respirant, ces particules pénètrent profondément dans nos poumons, augmentant les risques de mutation et de cancer. Dans notre circulation sanguine, les fumées peuvent provoquer des maladies cardiaques et des AVC. Des recherches menées par l'Agence européenne pour l'environnement ont permis d'établir un lien entre la pollution aux particules et près de 28 000 décès en Espagne. En Europe, cette pratique est quasiment interdite. Elle n'est autorisée que dans de rares cas. Mais certains la pratiquent toujours, parfois de manière légale, parfois pas. En septembre 2019, un homme a été arrêté pour un écobuage non autorisé près d'un parc de la Grande Canarie. Ces incendies ne sont pas contrôlables, tout juste contenus. On peut tout à fait imaginer qu'ils se propagent au-delà du parc et atteignent la ville. Mais la pratique de l'écobuage n'explique pas cette mystérieuse substance blanche, ni pourquoi les flammes laissent une herbe immaculée derrière elles. La biologiste Kiki Sanford étudie les arbres de la vidéo. Elle les soupçonne de jouer un rôle crucial dans cet étrange incendie. En regardant la forme des arbres et la couleur de l'écorce et des feuilles, j'en ai déduit qu'il s'agissait de peupliers. Les peupliers ont une croissance rapide. Ils poussent d'environ 1 mètre par an et constituent une source non négligeable de biocarburants. Ces arbres sont tellement prisés dans l'énergie verte que l'industrie forestière a doublé la superficie des plantations de peupliers au cours de ces 15 dernières années. Elle couvre désormais 9 millions d'hectares dans le monde entier. Mais ces arbres bénéfiques ne sont pas sans danger. Au printemps, ces arbres produisent des bourres recouvertes de poils semblables à du coton. Quand il y a beaucoup de peupliers dans une zone, on pourrait presque croire qu'il neige. Ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point ces graines sont inflammables. Les bourres brûlent rapidement. Une simple étincelle suffit à ce que le feu se propage sur le sol, comme l'incendie observé dans la vidéo. Les écobuages constituent un problème majeur à l'heure actuelle. Il arrive parfois que ces bourres accentuent le problème. En juin 2019, les pompiers ont dû lutter contre un incendie dévastateur qui a ravagé une forêt de Winnipeg, au Canada. Ils ont découvert que le feu avait sans doute été propagé par de grandes quantités de graines de peuplier. Ils ont été contraints de ramasser les bourres afin de limiter les dégâts. Des spécialistes de l'environnement ont remarqué une tendance inquiétante. Les conditions qui favorisent les feux de forêt favorisent également la production de graines de peuplier. Les sécheresses des années précédentes ont provoqué une réaction chez ces arbres qui se sont mis à produire plus de graines au cas où. C'est comme s'ils voulaient préparer la génération suivante au cas où ils viendraient à mourir. Les sécheresses sont douloureuses dans le meilleur des cas, mais l'introduction d'une substance hautement inflammable ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Le peuplier représente 50% du bois coupé dans certaines régions d'Espagne. Le nombre et l'intensité des incendies dans le pays ont grimpé en flèche.
En 2019, un incendie d'une ampleur sans précédent a ravagé le nord de l'Espagne, du jamais vu depuis près de 20 ans. Le ministère a indiqué qu'un incendie pouvait ravager près de 20 000 hectares. Les gens ont été évacués de leurs maisons, les routes ont été coupées et près de 500 pompiers ont été envoyés pour combattre les flammes. Des centaines de moutons sont morts à cause de la fumée et des flammes. Ça a été terrible. La maire de Calahorra soupçonne l'incendie de la vidéo d'être volontaire. Elle pense qu'il est dû à une négligence humaine ou bien qu'il a été allumé par quelqu'un qui voulait voir ce que ça faisait. Heureusement, l'herbe était humide et n'a pas brûlé. Si elle avait été sèche, le feu aurait pu détruire la ville tout entière. Le risque, c'est que si le feu ne se déplace pas et reste confiné à un endroit, il peut embraser les arbres et les maisons et se mettre à brûler de manière incontrôlée et dévastatrice. En Espagne, où les températures estivales peuvent grimper à plus de 37 degrés, les bourres inflammables constituent une véritable menace. Ces bourres sur le sol, c'est comme verser de l'essence sur une zone déjà vulnérable. Ce n'est pas le bon endroit pour un pique-nique, à moins que vous n'aimiez manger votre sandwich carbonisé.